Il reste déterminé à obtenir la réintégration des 3 camarades révoqués. Le syndicat national des agents des finances confirme sa participation à la grève de 72 heures annoncée par la CSMF pour mercredi. Le SINAFI était en conseil syndical ce lundi. Autre mouvement syndical, autre conseil syndical, le 29e de l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, qui annonce des luttes pour plus de dignité de l'étudiant burkinabé. À suivre également dans ces 9h30, la chronique économie. Les échos de l'écho s'intéressent ce soir à la ruée vers les marchés financiers de l'UEMOA. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de fait? Réponse dans un instant. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Pour la réintégration à la fonction publique des 3 agents des finances révoqués, le SINAFI ne lâche rien. À l'issue d'un conseil syndical cet après-midi, le syndicat national des agents des finances annonce une grève de 72 heures à partir de mercredi prochain. C'est en fait une confirmation de la grève annoncée par la CSMF, la coordination des syndicats du ministère des Finances. Le point de cette rencontre statutaire avec Abdourazak Traoré. C'est le temps d'accalmie imposé par la Covid-19. La lutte syndicale reprend de plus belle avec cette annonce de débrayage. Le SINAFI va en grève de 72 heures à partir du 9 septembre pour exiger l'annulation de la révocation des 3 travailleurs de l'administration des impôts. Une lutte jugée illégitime par une partie de l'opinion qui appelle le syndicat national des agents des finances à faire plutôt confiance à la justice. Mais au SINAFI, on ne croit plus à l'exécution des verdicts judiciaires. L'APN a eu à avoir tous ces procès. Au Conseil d'État, il y a eu les procès qui ont été en faveur de l'APN. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Ça fait presque 1 an jusqu'à présent, on n'a pas encore intégré les camarades. Donc ça veut dire que non seulement nous avons les décisions de justice qui sont là, mais maintenant l'application dépend aussi de l'autorité. Et là, comme le dit clairement, nous ne sommes pas dans un état de droit. Quand on est dans un état de droit, quand il y a une décision de justice, naturellement, l'autorité doit se plier à ça. Mais nous constatons qu'au niveau du Burkina Faso, ce n'est pas le cas. Donc pour cela, notre action vient en appoint, en appui de notre action juste que nous avons eu à entretenir. En lutte contre la répression de ses membres, mais aussi contre ce qu'ils qualifient d'attaque de leur autre camarade syndical, Bassolma Bazier, le secrétaire général de la Confédération générale du travail, qui est traduit en conseil de discipline pour n'avoir pas rempli ses obligations professionnelles. La dernière trouvaille de ce pouvoir aux abois est de s'attaquer frontalement à la personne du camarade Bazier et Bassolma en le traduisant de manière maladroite et inintelligente à comparaître devant un soi-disant conseil de discipline pour des raisons autant fallacieuses que dénuées de sens. Nous tenons donc à rassurer monsieur le ministre Stanislas Ouattara, géniteur de ses exécutés, que cette citation à comparaître est adressée à tout le mouvement syndical qui se la fait sienne et le temps opportun, il a répondu à ce prétentieux conseil avec la manière qui sienne. Activité statutaire qui se tient entre 2 congrès du SINAFI, ce conseil syndical qui a réuni une quarantaine de délégués venus des provinces a pris plusieurs résolutions, dont celle portant la création d'une mutuelle de santé dans le domaine. L'autre résolution, elle, a dénoncé avec véhémence la politisation de l'administration par le parti au pouvoir. La lutte, c'est aussi du côté de l'université. La rentrée universitaire 2020-2021 s'annonce déjà. L'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, sur le pied de guerre. Elle annonce des luttes pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de l'étudiant burkinabé. L'UGEB qui pense que les autorités éducatives sont insouciantes face aux préoccupations des étudiants. Au cours de son 29e conseil syndical tenu ce week-end à Ouagadougou, le mouvement étudiantin a également porté un regard sur la situation sociopolitique et économique qui prévaut au Burkina Faso. Les détails avec Alain Yamego et Arsène Konitamde. L'école burkinabé va de mal en pis. C'est la conclusion à laquelle parvient le comité exécutif de l'Union générale des étudiants burkinabés. Au cours de son 29e conseil syndical tenu les 4 et 5 septembre à Ouagadougou, le mouvement étudiantin estime que les conditions de vie et de travail des acteurs éducatifs se sont davantage détériorées à cause de la pandémie de la Covid-19. Au niveau de l'enseignement supérieur, le constat est encore plus alarmant et le Conseil compte maintenir ses revendications à la rentrée académique 2020-2021. Au constat fait par le conseil syndical, on a constaté que les autorités, en tout cas, montrent davantage leur insouciance par rapport à nos préoccupations et il a été donné mandat, instruction ferme à nos différentes sections d'engager des luttes fortes au retour, notamment dès la rentrée. De la situation nationale, il ressort qu'aucune vision politique crédible ne plane à l'horizon
face à la paupérisation des masses. On constate que les différentes partis politiques qui représentent la bourgeoisie courent vers les élections. Donc, alors qu'aucun d'eux ne propose un programme politique crédible. Malgré les multiples difficultés qu'elle a rencontrées, l'UJEB note des motifs de satisfaction dans ses luttes pour le bien-être de l'étudiant burkinabé. Ce 29e conseil syndical a regroupé plus de 260 délégués venus de l'étranger et des autres universités publiques du Burkina Faso. Les perspectives du mouvement, c'est la redynamisation des cellules féminines et une autonomisation financière de l'Union. Toujours dans le secteur de l'éducation, dans certains établissements privés, c'est la course contre la montre pour rattraper le retard causé par la crise sanitaire. Depuis le 16 mars dernier, vous le savez, les élèves en classe intermédiaire sont partis précocement en vacances. Plusieurs écoles de la capitale organisent des cours de vacances pour rehausser le niveau de leurs élèves, surtout dans les matières scientifiques. Alexis Bilemnaba. Dans ces lycées, Remalia et Ouenmangré de Borgo, 300 à 500 élèves de la 6e à la terminale sont soit en évaluation, soit en plein cours. Objectif, rattraper le retard de l'année scolaire 2019-2020. Un retard causé par les multiples crises, dont notamment celle sanitaire liée à la Covid-19, qui a obligé les élèves des classes intermédiaires à partir précocement en vacances à partir du 16 mars. Dans cette salle de 4e au lycée Remalia, les élèves sont en pleine évaluation. Je suis vraiment satisfaite de mes cours car j'en ai profité pour me rattraper en certaines moyennes. C'est en maths, en français, en anglais et puis en PC. D'ici la rentrée, au moins je serai un peu avancée. Pour cet encadreur qui surveille les élèves en pleine évaluation, le niveau général est bas. Bon, ils viennent du divers horizons. Il y a des élèves qui sont de Remalia, de Filagora aussi. Pour beaucoup, ils n'ont pas le niveau. Et surtout qu'avec la maladie à coronavirus, on n'a pas terminé le programme. Voilà, c'est pourquoi ceux qui veulent en tout cas sont venus pour qu'on essaye de terminer le programme de l'année. Plus loin, dans cette salle de la terminale D, élèves et professeurs sont en plein cours de mathématiques. Pour le professeur, le niveau général dans cette classe est appréciable. Mais faudra-t-il davantage relever les niveaux avant la rentrée prochaine? Ici, c'est la terminale D. Ils ont un niveau, il faut chercher à améliorer tout simplement leur niveau. C'est une continuité. On va essayer de mettre au bout de l'ancienne corde, on va tisser une nouvelle corde. Donc, je crois que si on s'y met sérieusement et très chevronné, ça ira. N'oubliez pas, malgré le Covid-19, quand on prend le bac cette année, ça a donné, à mon avis. Je peux dire que je suis un peu satisfaite de ça. C'est vrai qu'au début, c'était un peu chargé, vu que comme on a eu plusieurs mois de vacances, c'était un peu chargé. Mais avec les cours de vacances, on arrive à un peu se rattraper pour l'année prochaine. Les cours de vacances sont une première étape, voilà, pour résorber ces effets. Voilà, avec des volumes horaires, voilà, qui vont de 6 à 10 heures par matière dans la semaine, dans le but d'achever les chapitres qui n'ont pas pu être exécutés lors de la rupture. Et la deuxième étape va se poursuivre à la reprise avec un réajustement des volumes horaires de l'emploi du temps pour toujours prendre en compte les effets. Parce qu'en un mois, on ne peut pas résoudre l'arrêt de 3 à 4 mois. Voilà. Et on se dit qu'en fin du premier trimestre, nous devrons être à mesure d'équilibrer l'ancien programme et le nouveau programme. Un constat, ce sont les matières scientifiques qui font surtout l'objet de rattrapage. J'ai échangé avec un professeur de mathématiques qui me disait qu'ils n'ont pas pu voir les limites. Donc en mathématiques, si les élèves n'ont pas vu les limites, il sera très difficile en terminale de pouvoir faire l'étude d'une fonction. Parce qu'il faut d'abord calculer les limites et qu'ils n'ont pas vu. Donc ça serait extrêmement difficile pour ces élèves. Donc, vu tous ces aspects, nous avons dit donc, comme on ne peut pas tout faire, ce n'est pas toutes les disciplines, donc il n'y aura pas de surcharge.
c'est 3 disciplines par classe que les élèves, mais des disciplines clés qu'ils verront. Un mois de cours pour rattraper le retard afin d'aborder la rentrée scolaire qui s'annonce avec sérénité, même si la crise sanitaire n'est pas finie. Sur le terrain politique, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès sonnent la mobilisation. Dans la province de la Sicile, dans la ville de Léo, ce week-end, les cadres de l'ancien parti au pouvoir ont convoqué une assemblée générale en ligne de mire les élections de novembre prochain. Rafler les 2 postes de députés dans la province, c'est un objectif clairement affiché et c'est Alpha Yago qui a été désigné tête de liste. Archimède Boy. Alpha Yago conduira la liste du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP pour la députation prochaine dans la province de la Sicile. Il est désigné au cours d'une assemblée générale du parti ce samedi 5 septembre à Léo, occasion choisie par les cadres CDP de la localité pour sonner la mobilisation. Lèvez-vous, l'occasion nous est donnée pour que nous puissions prendre notre destin en main. Au soir du 22, nous vous demandons de voter massivement pour le CDP dans la Sicile, dans le centre-ouest, pour que Edi Kwembogo arrive à Kosian, pour que tous les candidats CDP à la députation nous représentent à l'Assemblée nationale. Le CDP ne revient pas au pouvoir pour se venger. Le CDP revient au pouvoir pour développer le pays. Il y en a qui sont là en disant si le CDP revient au pouvoir, où est-ce que nous allons aller? Mais ils vont rester au Burkina, ils vont rester là. Nous ne sommes pas des vengeants, nous sommes des constructeurs, nous sommes des bâtisseurs. Pour sa première sortie en province, après son investiture en juillet dernier comme candidat du parti à la présidentielle de novembre prochain, Edi Kwembogo a choisi la Sicile. Objectif, repositionner le CDP dans la localité. La Sicile est une province où le CDP avait toujours eu 2 députés sur les 2. Avec les événements des 30 et 31 octobre, et une violence inouïe dans cette province pour écarter nos militants. Ils ont donné le CDP pour mort dans la Sicile. Nous leur avons dit qu'ils se trompent. Nous allons remettre nos structures de base en place. Nous allons recommencer nos réunions et nous allons aller reconquérir les 2 postes de députés. Au soir du 22 novembre prochain, le parti de l'épier de la Daba remportera la victoire dans la province de la Sicile, indique Edi Kwembogo. C'est l'heure des échos de l'écho. Nous parlons ce soir de marché financier. Il suscite de l'engouement de la part des États de l'UEMOA. Depuis quelques années, les États de l'UEMOA font de plus en plus confiance au marché financier de cet espace au détriment des sources de financement classiques. Régulièrement, des pays comme le Burkina Faso y vont pour lever des fonds pour des besoins de financement spécifiques. Qu'est-ce qui explique une telle attractivité des marchés financiers? Quels en sont les avantages? On en parle dans la chronique économie de Rémi Lambert-Nébier. 33 milliards de francs CFA levés en février 2020 sur le marché financier régional de l'UEMOA. 25 milliards de francs CFA en mars et 22 milliards de francs CFA en septembre pour assurer la couverture des besoins de financement de l'État ce mois-ci. Le Burkina Faso se montre très actif sur le marché financier qui devient de plus en plus sa source de financement préférentiel. Mais il n'est pas le seul pays à priser ce marché. Le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ont levé plus de fonds sur le marché financier en 2019. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on a remarqué que les États sont devenus gourmands. C'est par rapport aussi peut-être au mécanisme mis en place, parce que le mois de titre, il y a la BCEAO derrière. Avant, quand il n'y avait pas ce marché, il y avait un système interne à la BCEAO qui permettait de soutenir un peu les États. Aujourd'hui, on a dit, bon, en fonction de votre gestion, hein, vous êtes un client ordinaire comme tout le monde, en fonction de votre capacité d'absorption et du crédit que vous avez sur le marché, tout le monde va sur ce marché-là pour lever les fonds. L'avantage, c'est de trouver l'argent déjà rapidement. Parce que si vous regardez, c'est vrai que le montage des dossiers peut prendre du temps au niveau de nos trésors nationaux, mais une fois que c'est structuré, c'est dans les pipes au niveau de l'agence sur mois titre,
dès que c'est lancé en une journée, vous avez les engagements des investisseurs et puis c'est bouclé très rapidement. Donc c'est différent par exemple d'une négociation que vous allez entamer avec le FMI ou la Banque mondiale ou avec un autre État partenaire, parce que là ça va relativement assez vite. Et l'un des principaux avantages, c'est que c'est votre argent à vous. Votre argent à vous. Cela implique donc une notion de souveraineté. Et elle s'avère être également l'une des raisons qui attire les pays de la zone UEMOA vers l'agence UEMOA Titres ou la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre que de l'argent des bailleurs, parce que l'argent des bailleurs, on ne peut pas tout faire avec. Il y a les conditionnalités. C'est un acte souverain. C'est différent de quand vous allez négocier pendant des années avec une institution pour mettre en place un projet. Ce n'est pas la même chose. Ici, l'État finance ce projet de lui-même, récupère les fonds, ça va au trésor. D'ailleurs, c'est le trésor qui gère tous ces emprunts sur le marché financier. Les taux d'intérêt, ça dépend du moment. Ça se discute. Ça en fonction de l'État. Par exemple, un État peut demander 20 milliards, mais les gens vont te proposer 50 milliards de taux un peu élevés, tu n'es pas obligé de prendre. Donc tu prendras les taux où tu te sens vraiment capable de rembourser. De l'argent bon marché à prendre, mais attention à l'endettement excessif. Selon les chiffres de l'agence UEMOA Titres publiés en début 2020, la dette principale du Burkina Faso sur le marché financier sous-régional était de 479 milliards de francs CFA et celle sur les intérêts à 39 milliards de francs CFA. Une dette que le pays devrait rembourser jusqu'en 2024. Il ne faut pas avoir peur de la dette. Aujourd'hui, le vrai problème de nos États, c'est de qu'est-ce qu'on fait de notre endettement. C'est-à-dire que les financements, l'argent qu'on prend sur le marché, les différents marchés, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce qu'on est capable de rembourser? Pour les populations, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Au Burkina, l'État n'est cependant pas le seul à priser le marché financier sous-régional. La répartition géographique 2019 des porteurs de titres publics révèle que 45% des investisseurs viennent du Burkina Faso. Et on reste dans le domaine de l'économie, transformation, consommation des produits locaux. Un engagement pris au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat après 3 ans de conduite des affaires. Que retenir de ces engagements du ministre Aruna Kaboré et de ses collaborateurs? Ils étaient au bilan ce lundi, un bilan visiblement satisfaisant. On serait passé de 12 475 entreprises en 2018 à plus de 13 000 en 2020. Juste un montant. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat raconte des réalisations de son département. Selon Aruna Kaboré, le nombre d'entreprises est passé de 12 475 en 2018 à plus de 13 000 en 2020. Des chiffres qui montrent que le secteur reste résilient face à la crise sécuritaire et sanitaire. 2018-2020, nous avons travaillé à assainir le secteur du commerce en menant des réformes, notamment la prise donc, des décrets et des textes d'application de la loi 0CR organisant le commerce et la réforme donc, de la répression du contrôle économique à travers la brigade mobile de contrôle et bien entendu l'accompagnement donc, du secteur du commerce pour organiser un mariage avec le secteur de l'industrie. Concernant l'industrie burkinabé, des réformes ont été menées pour plus de compétitivité des produits made in Burkina Faso. L'adoption d'une stratégie nationale d'industrialisation en 2019 pose les jalons d'une industrie plus performante. Sur l'industrie, nous avons travaillé à l'assainissement du secteur, en réarmant le tissu industriel existant, en organisant un nouveau code des investissements, en structurant donc l'industrialisation à travers une stratégie nationale d'industrialisation pour ne pas qu'il y ait une navigation à vue. Et c'est sur cette base-là que nous avons commencé à tracer les sillons avec un certain nombre de projets qui vont permettre de régler le problème des entreprises effectivement, donc, qui ont des problèmes et bien entendu d'en créer de nouvelles. Et elles commencent effectivement donc, à pointer du nez un certain nombre d'unités industrielles dans l'ensemble des secteurs, que ce soit pharmaceutique, que ce soit agroalimentaire et que ce soit effectivement donc, dans le textile habillement. Concernant l'artisanat, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des acteurs. Dans le domaine de l'artisanat, c'est le renforcement donc, des capacités productives des
artisanes qui évoluent dans le domaine donc, des métiers à tisser, dans le domaine donc, du tissage, dans le domaine d'autres secteurs donc, de l'artisanat, et la réorganisation, la structuration donc, du secteur pour que les 200 métiers qui sont dans le secteur de l'artisanat puissent en tout cas bénéficier de la commande publique qui devient aujourd'hui un levier de leur développement. La politique consommons ce que nous produisons s'installe petit à petit dans les habitudes des Burkinabés. Les actions du département ont aussi été marquées par la labellisation du Faso d'Anfani et du chapeau des Saponais. Plus de 3 milliards 100 millions de francs CFA investis par les autorités burkinabées pour améliorer la connectivité Internet du pays. Vendredi dernier à Bobo Dioulasso, le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, a procédé à l'inauguration du point d'atterrissement virtuel, du point d'échange Internet et des infrastructures et services connexes. Surtout Justin Dabiré. Après Ouagadougou, c'est au tour de Bobo Dioulasso de procéder à l'inauguration des infrastructures de communication électronique réalisées dans le cadre du financement additionnel de 20 millions de dollars américains par la Banque mondiale du projet régional d'infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, composant du Burkina Faso, PRICAO-BF. Ces infrastructures de communication électronique sont composées d'équipements de transmission, d'un point d'atterrissement virtuel et d'un point d'échange Internet. Le point d'échange Internet est constitué d'équipements permettant l'interconnexion locale entre opérateurs et fournisseurs de services Internet. Il permet de prendre en charge 48 opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'accès à Internet, chacun pour un trafic total de près de 10 gigabits par seconde. Un système de cache Facebook est actuellement déjà installé à Bobo Dioulasso. Le point d'atterrissement virtuel, quant à lui, est constitué d'un ensemble d'équipements permettant d'une part l'accès et la gestion de la bande passante internationale et d'autre part sa distribution aux fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs locaux. Selon le directeur général des infrastructures de communication électronique, la réalisation de ces infrastructures va considérablement améliorer la connectivité nationale, régionale et internationale. Au-delà des infrastructures que je viens de présenter, c'est l'acquisition de 15 gigabits par seconde de capacité à l'international qui a relevé. Elle permet de faire passer de 5 gigabits par seconde à 20 gigabits par seconde la bande passante internationale mise à disposition des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet et de l'administration par l'État. À travers la réalisation de ces infrastructures, le Burkina Faso pose un autre jalon important dans le processus de la transformation digitale de son économie, selon la ministre en charge du développement de l'économie numérique. Le Premier ministre lui estime que la réalisation de ce projet va contribuer au désenclavement numérique du Burkina Faso. Aujourd'hui, le développement, c'est aussi le numérique. Le numérique va nous permettre de nous désenclaver, puisque nous sommes un pays enclavé, de nous désenclaver dans nos rapports avec l'ensemble des pays du monde, et particulièrement nos partenaires qui sont nos voisins. Et je crois que le travail qui a été fait est un travail extrêmement important. Nous envisageons de poursuivre le désenclavement numérique de notre territoire à travers l'installation de ce type d'infrastructures dans d'autres régions de notre pays. Le coût global des réalisations du point d'atterrissement virtuel et du point d'échange Internet de Bobo Dioulasso est estimé à 481 261 676 francs CFA. Le coût d'accès à la bande passante supplémentaire lui est estimé à 2 623 828 francs CFA. Le coût global de l'ensemble des travaux des infrastructures de communication électronique de Bobo Dioulasso est estimé à 3 105 millions de francs CFA. Il devait se tenir à Paris cette année, mais Covid-19 oblige, les Sotigui restent à Ouagadougou. 13 trophées pour récompenser le mérite des acteurs du cinéma africain. L'Académie des Sotigui, c'est du 12 au 14 novembre prochain. Solange Kaboré, Arsène Konitamné. Initialement prévue pour se dérouler à Paris, la 5e édition des Sotigui Awards se tiendra finalement à Ouagadougou du 12 au 14 novembre prochain. L'événement se tient sous le thème « Culture de la paix ». Quelle contribution des femmes du cinéma et de l'audiovisuel. Cette année, ce sont 13 trophées qui vont être décernés aux meilleurs acteurs de l'Afrique et de la diaspora. Des trophées qui seront attribués selon des critères bien définis. Le mode de nomination des acteurs comédiens repose sur plusieurs critères, dont la crédibilité de l'acteur dans le rôle qu'il interprète, la capacité et la qualité de conversation de l'acteur, donc c'est la capacité d'écoute et de réponse, et la qualité du jeu d'acteur.
Donc ça c'est l'aspect interprétation. Donc, outre ces critères, le Sotigui du public africain est désigné par voting. Et donc cette année, le public sera amené à voter via le site internet www.academie-des-sotigui.org. Donc, et sur cette page, chaque vote sera visible et chaque acteur pourra comptabiliser le nombre de voix qu'il a. Pour ce qui est donc du Sotigui d'or, qui est donc le Grand Prix, et donc il doit découler d'un film de haute qualité, tant au niveau de l'image, du son, que du montage et du scénario. Une quarantaine d'acteurs et de comédiens de différentes catégories ont été nominés. La liste des candidats a été dévoilée ce 5 septembre au cours d'une conférence de presse tenue par les membres du comité d'organisation. Et je voudrais dire par rapport au Sotigui, c'est un honneur pour moi, faisant partie de la diaspora noire, d'être nominé dans 4 catégories. Je trouve ça génial ce qui se passe parce qu'on met en avant les acteurs et les cinéastes africains. Et vraiment, merci au Sotigui de m'avoir nominé. Enfin, vraiment, pour moi, je crois que c'est un des plus beaux moments, je dirais, par rapport à ma recherche identitaire africaine. 5 années après le début de l'aventure des Sotigui Awards, le bilan demeure positif pour le promoteur. C'est un bilan qui est vraiment enviable. On est fiers. On est fiers parce que l'année dernière déjà, nous avons annoncé les nominés des Sotigui à Paris. C'était à l'UNESCO. Et pour nous, c'est tout ça qui permet de dire de la première édition à la 4e édition, il y a eu un pan. Et aujourd'hui, on a cette reconnaissance internationale qui prévaut dans le monde entier. Aujourd'hui, les Sotigui abritent des membres de l'Académie, non des moindres. Donc c'est pour dire qu'il y a cette reconnaissance-là et il y a cette fiabilité qui fait que ces grands noms aujourd'hui du cinéma sont avec nous derrière dans cette Académie. Beaucoup de professionnels y croient et je pense que nous sommes sur la très bonne voie pour que dans 5 ans, les Sotigui soient au panthéon vraiment des arts confirmés. Cette 5e édition de l'Académie des Sotigui connaît des innovations majeures. Elle sera particulièrement marquée par le concept #Habillons-nous africains afin de mettre en valeur l'authenticité de la culture africaine sous toutes ses formes. On termine par l'Europe où la Covid-19 regagne du terrain. 25 000 nouveaux cas enregistrés en 3 jours. 30 départements sont désormais en zone rouge en France. 7 000 nouveaux cas de coronavirus détectés en France en 24 heures. C'est le dernier chiffre publié par Santé publique France hier soir. 7 071 cas positifs confirmés exactement, soit près de 25 000 nouveaux cas en 3 jours. La situation continue de se détériorer au niveau national, alors que les enfants sont à l'école depuis une semaine seulement et que les entreprises se sont remises tant bien que mal au travail. Il y a donc aujourd'hui 324 777 cas confirmés en France et 528 clusters, dont près de la moitié dans des EHPAD. Le taux de positivité, c'est-à-dire la part des cas positifs au sein de l'ensemble des personnes testées sur 7 jours, continue parallèlement d'augmenter. Il a atteint 4,9% dimanche contre 4,3% en milieu de semaine. Au niveau de la répartition géographique, 7 nouveaux départements sont en rouge, c'est là où le virus circule activement, et sont en Bordeaux, Mayotte et la Guyane, les 2 régions d'outre-mer en situation d'urgence sanitaire. C'est de façon très mathématique et logique donc que dans 2 semaines environ devrait augmenter le nombre de cas graves et de malades en réanimation. Si ce rythme se maintient, en décembre, des dizaines d'hôpitaux pourraient se trouver en situation critique. Les points de test de dépistage sont en tout cas victimes de leur succès sur tout le territoire français. Dans plusieurs grandes villes, le temps d'attente pour se faire tester et obtenir les résultats reste extrêmement long. De son côté, le ministère de la Santé envisage de réduire le temps d'isolement imposé aux malades et aux cas contacts. Les experts scientifiques ont été consultés en ce sens. Concernant le port du masque, le Conseil d'État a rejeté la plupart des recours effectués dans plusieurs villes de France, à Lyon et Strasbourg notamment, contre les arrêtés préfectoraux obligeant à le porter en ville. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur notre chaîne. Bonsoir.